Red Dawn's not a very violent movie compared to any kind of slasher movie or anything like that. It's just the rating board had it out for me, and they looked at me as this, fanatic right-winger, member of the NRA, a potential threat to Western civilization, and so they wanted anything I did. And here was this movie that was clearly anti-communist, anti-Russian, which is strange because I am a communist, and there's a side of me that's a Maoist. Get me talking about CEOs and, private equity and stuff like that. I want show trials, executions. Get me talking about, movie executives and bring the Maoist right out, or the Writers Guild strike or something like that. Now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 15, épisode 43. Cette semaine, émission Hautes Aventures, Mythes et Anarchisme Zen. Petite citation pour commencer, ça faisait longtemps. Extrait d'un entretien de John Milius avec Paul Schrader en 1973. Question. Monsieur Milius, que voulez-vous en tant qu'artiste ? Je veux des voitures de sport rouge, des jolies femmes, des drogues et de la picole. Est-ce vraiment là tout ce que vous voulez, monsieur Milius ? Des voitures et des femmes ? Qui voudrait des voitures et des femmes ? Je veux des tanks, des jets, de l'artillerie, des munitions. Voilà ce que je veux. C'était John Milius, le nounours avec un AK-47. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres. Et donc au programme ce soir, vous l'aurez peut-être compris, nous allons donc parler de la carrière de John Milius the Great, l'immense metteur en scène et scénariste américain de la deuxième moitié du XXe siècle, à l'occasion de la ressortie en DVD et Blu-ray chez Rimini il y a peu de son premier long métrage en tant que metteur en scène, donc Dillinger en 1973 avec Warren Oates dans le rôle titre. Et donc nous allons en profiter pour essayer de retraverser un peu sa pléthorique filmographie et passionnante filmographie et de ce personnage pour le moins complexe et pétri de contradictions. Et bon, évidemment, pour parler de ce show programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche. Toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. À la mise en son de cette émission, mais évidemment, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc voilà, avant de passer au gros morceau, si j'ose dire, donc de cette émission, John Milius, quelques nouvelles neufs de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors, donc, les news, on va commencer par le carnet rose qu'on n'a pas pu faire la semaine dernière, car cet enfant a tout fait pour nous feinter en naissant le lendemain de notre émission, donc mercredi dernier. Nos camarades, aimés néanmoins amis, Jeanne et Théo, ont donné naissance à une petite fille, donc Simone, voilà, qui rejoint le grand terrain de la cinéphilie et de la musique de choc. On peut le dire, mon cher Thibault, on est très heureux. Voilà. Et des émeutes. Et des émeutes, exactement. Parce que c'est un enfant de l'émeute. Enfant de l'émeute, exactement. Peut-être que c'était et du football. Et du football, donc voilà. Un peu déçu qu'elle ne s'appelle pas finalement Valérie Beyoncé pour de vrai. Mais... Pour une deuxième fille, je propose Nina. Nina. Voilà. Nina Simone, habile, ça marchera bien. Habile. On reconnaît les mélomanes. Les mélomanes, c'est ça qu'on dit. Donc voilà. Pensé. Voilà, on est très heureux. C'était très bien. C'est une très bonne nouvelle. Je n'ai pas encore vu l'enfant, mais vous, mon cher Thibaut, vous êtes allé présenter vos respects, ramener de l'or, de l'encens et de la mire. Tout le monde va bien, la famille va bien. Ils n'ont pas l'air trop fatigués pour le moment. Est-ce que c'est un gros bébé ? C'est un bébé normal. Mais la fatigue va venir, j'en suis sûr. Parole d'expérience. Exactement. Donc voilà, profitez-en tant que ça dure, tant que l'enfant est calme. Voilà. Après, ça dure des années. Voilà, c'est ça. Après, vous allez en prendre pour 20 ans. Donc voilà, sinon, peut-être toujours dans les bonnes nouvelles, on ne sait pas, mon cher Thibaut. Alors, la grande boucle a commencé donc ce samedi. Alors, tout à fait. Comment ça se passe pour le moment Écoutez, ça se passe plutôt bien. De très belles étapes pour le moment. On s'est fait un peu chier aujourd'hui. Hier, c'était pas foufou. Quoique, non, c'était pas foufou. Mais on attend, ils arrivent dans les Pyrénées dès demain. Donc voilà, ça nous semble quand même... Est-ce que les cyclistes appellent au calme ? Alors, je ne sais pas s'ils condamnent les violences, mais... Non, mais ils condamnent les violences, ça va de soi.
Enfin, Mais ils on appellent n'en au est plus là. calme. On n'en est plus là. Alors, est-ce qu'ils appellent au calme encore? Eh ben, je sais pas, mais vu l'étape d'aujourd'hui, peut-être. Ouais, peut-être. Ah, effectivement, Il c'est passait entre Montargis et Vaux-en-Velin, non, c'est ça? Un tour quand même cette année plutôt Non, ils vont montagneux, mon cher Thibaut. Oui. Non, ils vont passer plus au nord de Lyon, dans le Beaujolais. Ah. Voilà. Et Ça puis va. dans l'Ain, là, le Grand Colombier, ça, c'est pour plus tard. C'est pour plus tard. Ça, Et, ça doit- voilà. ça doit grimper un peu par là-bas, non? Oui, aussi ça grimpe. Ouais, Ouais. L'arrivée sera vers le 21, le Oui. 14, le 14 ou le 21 Le 21, c'est 3 semaines. Ah oui, c'est ça, c'est 3 semaines. Très bien. Malheureusement, nous ne pourrons pas revenir vers vous pour avoir de plus en plus d'informations, mais la semaine prochaine, quand même. Écoutez, tant que je vois Romain Bardet en haut et le premier en haut du Puy-de-Dôme, moi, ça me conviendra. Et en même Et temps, un je pense, un petit top 5. Et on peut retrouver tes chroniques sur ton podcast, Pédale dure. Sonnette et dérailleur. Non, il y a le groupe Eto ou Dans la Musette qui font d'excellents, Ah oui, c'est vrai. ou First Team qui font d'excellents podcasts. Mais en tout cas, termes de cyclisme. pour fêter ça, la semaine prochaine, donc en je guise laisse de- la parole aux experts. de Voilà. dernière émission, nous vous avons goupillé, vous notamment, mon cher Thibaut, une petite mixtape de Derrière les fagots avec de beaux extraits. Avec une superbe d'étapes. introduction. Voilà, et Voilà. de la belle musique. Voilà. Péregude pour les connaisseurs. Donc voilà, pour fêter la pédale. Sinon, on a tout autre genre. Cet été, à l'Arvor, ils ont un cycle Vamos à la playa, donc avec plein de films de plage qui a été concocté par Des notre films de mer, camarade. plus exactement. Films de Que- mer plus et que de des plage. films de plage. Parce Oui. qu'il y a 20 milieux sous les mers, par exemple. Oui, mais il y a par exemple Le Soldat Ryan, qui est aussi un film de plage, Ouais. on peut le dire. Donc c'est tantôt film de plage, tantôt film de mer. Voilà, film balnéaire. Voilà, film balnéaire. Film on va dire. balnéaire, donc voilà, c'est tous les mardis, je crois, si je ne m'abuse, à l'Arvor. Ça a commencé la semaine Il y a la dernière. Dolce- il y a la Dolce Vita aussi. Oui, ça a commencé la semaine dernière avec Point Point Break, Break. de Catherine Bigelow. Et donc voilà, il y aura plein de choses. Il y a Voilà, Podo tous sur les la mardis. falaise aussi de Oui, Miyazaki. exactement. me semble. Pour les petits et pour les grands. Oui. Effectivement, mais en même temps, ils n'ont pas toujours bon goût parce que je crois qu'ils passent la semaine prochaine ou cette semaine, je ne sais plus, Interstellar de Christopher Nolan C'est dans le cadre de de Monumental. Monumental, c'est ça. Voilà. Sans nous, hein, personnellement. Même le docteur, Déjà vu. même le docteur Moreau. Oui, mais comme il est dubitatif. opportuniste et qu'il aime l'argent, il a quand même programmé. Et Mais courage Fillon, il ne le présentera pas. Voilà, bon, bah, sinon, je vais pas faire tout l'agenda de l'été, mais des petites sorties de l'été dont certaines sorties nous reparlerons à la rentrée. Notamment, ça commence demain avec le nouveau film de ce fanfaron de Paul Schrader, Master Gardener, avec Joel Edgerton, qui sort donc demain dans les salles françaises. Ça promet, on a très hâte et on y reviendra probablement à la rentrée. La semaine d'après, dans un tout autre genre, c'est notre ami Tom qui revient avec Mission Impossible 7 Dead Reckoning Part 1. Donc voilà, évidemment, Day One, hein, c'est bien obligatoire. Le fan club de Tom sera présent. Qui c'est qui réalise? Toujours Christopher C'est McQuarrie. ça, ok. Voilà. Sinon, film hongkongais qui devait sortir chez Spectrum, mais qui ne sort pas finalement, mais qui sort en salle, s'appelle Limbo. Un polar bien noir, bien hardcore, bien chouette, qui sort aussi durant le mois de juillet. Le même jour, c'est ce qu'on appelle le choc des titans. Barbie de Greta Gerwig, et le même jour, Oppenheimer, justement, de Christopher Nolan. Voilà. moi, le Barbie, ça me Ça m'intrigue, turlupine. moi ça m'intrigue Ça beaucoup. me le Barbie. turlupine. Ça Voilà, m'intrigue Voilà, beaucoup. vous êtes en train de vous faire avoir par la hype. Peut-être. Mais n'empêche que du coup Mattel, qui produit donc Barbie, en profite pour lancer toute une série de films basés sur leurs jouets et leurs conneries, comme Hasbro a fait Avec les Transformers. avec les Transformers, avec Battlefield, tout ça. Ah oui, c'est Direction vrai. essai. Mais donc Bon, des Mattel, films qu'on n'ira pas voir de toute façon. non, probablement pas sous Mattel. Effectivement, ça m'intéresse quand même très moyennement. Sinon, pour rigoler, il y a The Meg 2, la suite de The Meg, avec J'ai vu la bande-annonce. Jason Statham qui se battait contre un mégalodon. Et là, en Il y fait, en a plusieurs. il y a 3 mégalodons qui étaient encore mieux cachés que le premier, qui était déjà un film pas ouf, hein, on va pas se le cacher. Oui. Là, ça promet d'être pas ouf au carré. Hein. Bah oui, avec du mégalodon qui mange des. J'ai juste vu un plan qui m'a fait rire où on voit l'intérieur de la mâchoire du mégalodon, Oui. puis on voit des gens devant qui hurlent en disant ah, et puis il y a Voilà, mais puis bon, la mâchoire qui se referme au fur et à mesure. Et tout. C'est encore un avatar, mais ultra friqué, Mais sinon, ça n'a aucun intérêt. de ce sous-genre complètement débile du film de requin. Oui, puis surtout que sachant qu'il y en a des beaucoup plus drôles et des beaucoup moins chers. T'as oui. les films Asylum, quoi, tu vois, Ah. genre Mega Piranha et tu vois, Giant Octopus versus Des bijoux Shark tout machin. faits, avec des requins volants, des trucs Ouais, comme ça. ouais, non, voilà. Il y a un podcast qui est fait par je ne sais plus qui de Netherlands, le Shark Podcast, je crois, un truc comme ça, où il parle de tous les films de requins qui existent. Il est déjà genre à 150 épisodes. Ouais, ça c'est incompréhensible. Mais moi, c'est vraiment le truc de requin géant, c'est vraiment incompréhensible, quoi, tu vois. Enfin, C'est un sous-genre particulier. ouais, alors c'est heureusement que Spielberg a pas fait un truc avec un koala, quoi. Parce que sinon, on aurait des films de koala géants. tu vois, un film de pas. panda géant. Ouais. qui agresse les gens, tu vois. Un film de paresseux géant. Un film de paresseux, voilà, c'est ça. Ou film de fourmilier géant, tu vois. Un film de Qui aspire les gens. un film de paresseux géant, mais qui serait mis en scène par Zack Snyder. Comme ça, il mettrait des ralentis sur le paresseux Ouais. qui a un super beau ralenti. Avec des sons. Ah, j'irai peut-être le voir celui-là.
Ouais, on a des idées. Hein. Ouais. Si jamais Hollywood, On a c'était pas en de manque pétrole, mais par contre, on a des idées. Hollywood, c'était en manque d'idées. Tu nous poses des questions. Hein. Moi, j'ai Sinon, dans plein un d'idées. tout autre genre, il sort en plein milieu du mois d'août. C'est le nouveau film de Pedro Almodovar, Strange Way of Life, son western avec Ethan Hawke et Pedro Pascal, qui était à Cannes. Why not? Why not, je dis aussi. Il y a la Palme d'Or, justement, qui était à donc de Cannes. Anatomie d'une chute de Justine Trier, qui sort aussi à la fin du mois d'août. Mais elle est méchante, elle, non? Elle aime pas le gouvernement. Oui, exactement. Elle est ultra-gauche. Elle condamne pas les violences. alors. Et elle condamne pas les violences. Elle Ah appelle non, pas au calme. ça, c'est clair. Ah, Alors qu'un film qui va exacerber la violence, c'est Equalizer 3 de Antoine Fuqua avec tourne Denzel. encore, Oui, oh là le là 3 déjà. Et sinon pour Denzel, il est en train de devenir le Liam Neeson. C'est en train Des de noirs. Liam Neeson noir. Voilà, c'est ça. Et sinon, dans un tout autre genre, on en reparlera aussi à la rentrée, c'est le nouveau film de Rabah Hammerzaimush, Le Gang des Bois du Temple, donc, qui sortira début septembre. Évidemment, nous en reparlerons en large et en travers, parce que ça le mérite amplement. C'est un très très beau film. On va s'arrêter là, on va passer à la section critique de cette émission. On va retourner dans une Amérique velue, une Amérique armée, pétrie de contradictions, comme son metteur en scène. Who do you think you are, anyhow? Gone. I'm Douglas Fairbanks, sure as you're standing there. That's who I am. Okay, you're Douglas Fairbanks. You don't know who in the hell I am, do you? Look, pal, you can be whoever you want. As far as I'm concerned, you're Douglas Fairbanks. Who? Douglas Fairbanks. Wrong! I'm John Dillinger. Sure you are. Stand it. There we go. Put it up here! I'm John Dillinger. Now stand up here and put your money on the bar. Come on, get it up here. I don't like waiting around, you know. Come on, miss, get up here. Dump it out. Now get over here on the floor. You want me to get down? Shut up. Don't you ever do nothing. Can't you listen? What's your name? Billy. Billy Frechette. You gonna come with me, Billy? Whatever you say. Get out! You get down there and get that money off the bar. All of you, look at my face, you sons of bitches. You're gonna remember this face. I'm John Dillinger. You're gonna pick up your newspaper in the morning, you're gonna be reading it, and you're gonna see my face. I'm John Dillinger, and I don't want you to ever forget it. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était un extrait de Dillinger de John Milius, suivi du thème des trois amis de Big Wednesday, composé par l'immense Basil Polidoris pour le film Big Wednesday en 1978, réalisé aussi par John Milius. Car John Milius, il va en être exclusivement question, comme je le disais à l'occasion de la sortie chez Rimini en DVD et Blu-ray donc de Dillinger. Rimini qui avait ressorti aussi il y a un an le Lion et le Vent, donc son deuxième long métrage comme metteur en scène avec Sean Connery. Donc dans deux belles éditions, là aussi des éditions gavées de bonus avec plein d'entretiens, certains qui sont issus de l'édition américaine du film qui était sortie il y a quelques années, mais plusieurs bonus spéciaux, notamment plusieurs entretiens avec Samuel Blumenfeld du Monde, donc notamment, qui parle très bien du cinéma de Milius et avec un petit livret à l'intérieur écrit par Stéphane Chevalier, pardon. Donc voilà, qui revient un peu aussi sur la production du film. Avant de rentrer donc sur Dillinger et le reste de la filmographie, donc Milius, metteur en scène né en 1944, donc de la même génération que celle du Nouvel Hollywood avec qui il était copain, avec qui il a beaucoup travaillé, donc né sur la côte ouest américaine, et très jeune déjà, il est fasciné par un certain type de littérature qui va irriguer à la fois donc sa personnalité et son cinéma. Quand il est plus jeune, un des écrivains qu'il admire le plus, étonnamment, ce n'est pas Ernest Hemingway, mais c'est Melville, avec notamment donc Moby Dick, mais aussi les écrivains de la Beat Generation, et puis notamment Kerouac, comme justement beaucoup de gens de sa génération ont été marqués, et lui-même disait que à l'époque, il se sentait plutôt comme un beatnik, et qu'il a
comme beaucoup de gens de sa génération, assez mal vécu justement l'arrivée des hippies qui voyaient comme un dévoiement finalement de l'idéal beatnik et qui allait amener justement après vers le néolibéralisme des années 80 qui était déjà en germe finalement dans le genre de proto-individualisme qui était à l'œuvre chez les hippies, ce qui fait qu'il a quand même largement une dent dure qui sera après accentuée avec la guerre du Vietnam contre les hippies, et déjà très jeune à la fois dans les bouquins de Melville et les bouquins de Kerouac, il y a quelque chose qui l'intéresse, qui est l'élégie de la nature et puis du paysage, mais en même temps le caractère éminemment violent qui émane de ces paysages naturels, et comment est-ce que finalement l'homme ou un être humain est en prise avec cette nature, et comment est-ce que lui-même, on va dire par sa confrontation avec des environnements hostiles, devient une figure mythologique qui est quelque chose qui va traverser toute son œuvre, la question du mythe et la question de la mythologie, parce qu'il y reviendra souvent, que ce soit sur le corps des Marines ou sur le surf notamment. Il disait que si on ne comprend pas que le surf est une mythologie américaine, et notamment de la côte ouest, ou que le corps des Marines est une mythologie, on ne peut pas comprendre les mythes américains modernes, et du coup on ne peut pas vraiment bien les traiter, alors que lui c'est quelque chose qui va énormément travailler, de par aussi l'influence d'un certain type de cinéma, outre John Ford et Akira Kurosawa, qui seront ces deux grands maîtres de cinéma, ces deux grandes figures à penser. À la fois avec Kurosawa, il va en devenir absolument dingue, il va pousser tous ses petits camarades d'école à aller voir les films de Kurosawa, car il trouve que c'est le plus grand metteur en scène qui n'ait jamais existé, et que Les 7 Samouraïs est le plus grand film de toute l'histoire du cinéma. Il y a débat, mais en même temps... Peut-on lui en vouloir ? Voilà, exactement. Et c'est pas aussi par le prisme des films de Kurosawa qu'il va s'intéresser aux arts martiaux donc japonais, et notamment le kendo, qu'il va pratiquer, d'où il mettra aussi une certaine une philosophie finalement propre aux arts martiaux japonais, qui va essayer d'influer dans son propre cinéma. Donc au sortir de l'adolescence, comme pas mal de ses petits camarades intéressés par le cinéma, il intègre l'USC, donc grande fac en Californie, où il va rencontrer plusieurs de ses futurs camarades de jeu, notamment Francis Ford Coppola, Steven Spielberg et puis George Lucas, avec qui il va se lier d'amitié. Et ce qui revient régulièrement dans les entretiens, quand justement ces types-là parlent de Milius, et notamment par exemple dans un documentaire sorti en 2013 qui s'appelle sobrement Milius, où tous ses petits camarades de jeu parlent de lui, c'est son caractère incroyable et l'influence qu'il a pu avoir sur tous ses camarades, à la fois en termes de style de vie, en termes de persona, parce qu'il avait vraiment une personnalité largement plus borderline que beaucoup de ses petits camarades, où certains justement étaient plutôt des proto-hippies ou des genres déjà de mégalomanes en puissance comme Francis Ford Coppola, alors que Milius passait déjà pour un mec totalement taré qui adorait les armes à feu, qui faisait du surf avec une épée de viking, qui fumait des cigares et qui ruait dans les brancards dans tous les sens possibles, et ce qui a beaucoup influé sur ses petits camarades, et notamment en termes d'écriture, parce que déjà à l'époque c'est quelqu'un qui se considère comme un conteur et un raconteur d'histoire, beaucoup plus que ses camarades qui ont, on va dire, une idée visuelle du cinéma, que ce soit chez George Lucas quand il commence à faire des films expérimentaux autour des voitures, ou bien Coppola qui commence déjà à développer une certaine idée de son propre cinéma, ou Spielberg qui est déjà le mec le plus fou et le plus génial de toute la bande. Et Sam Milius, au cours de toutes ses interviews, même sur tous les derniers films de Spielberg, il le dit, même si les films sont mal écrits parfois, même s'ils sont bêtes, finalement il est tellement bon en termes de mise en scène que toutes les couilles de scénario passent, parce que Spielberg est juste un génie. Et jusqu'au sol d'Ariane, il le dit, le scénario est complètement con et débile, les dialogues sont à chier, et pourtant tu y crois à mort, parce que Steven, c'est le meilleur finalement, et que même encore maintenant tu peux pas réussir à le dépasser. Il n'y a pas une histoire comme quoi Spielberg avait demandé à Milius de retravailler un petit peu le soldat Ryan, mais pour une histoire d'emploi du temps, Spielberg voulait effectivement que Milius réécrive le scénario de Robert Roda du soldat Ryan. Milius sortait de son dernier film Rough Riders, qu'il avait foutu sur les rotules, et donc il n'avait pas pu le réécrire. Il a fait apparemment quelques petites panouilles sur le scénario, mais il n'a pas eu le temps de le refaire malheureusement, alors que Spielberg est dans un film écrit par Milius, un film de guerre. Effectivement, je pense que ça aurait été quand même une autre tisane. Il n'avait pas déjà aidé Spielberg sur les Indiana Jones notamment, pas sur Indiana Jones, mais sur Les Dents de la Mer, et 1941 qui est un film qu'il a coécrit avec Robert Zemeckis et Bob Gale. Et donc lui il commence plutôt comme scénariste, et dès le début des années 70 il arrive à écrire et à vendre des scénarios qui vont très bien se vendre, notamment un film pour lequel il n'est pas du tout crédité mais qu'il a entièrement écrit, qui est le premier Dirty Harry, donc de Don Siegel en 1971, dont il coécrira aussi la suite avec Michael Cimino
Magnum Force, et entre les deux, il va vendre notamment Juge et Hors-la-loi à John Huston et Paul Newman, qui vont en partie réécrire son scénario, ce qui évidemment va encore plus s'énerver, comme pour Jeremiah Johnson ce qui n'empêchera pas d'utiliser John Huston bien sûr. Dans le Lion et le Vent. Dans le Lion et le Vent, mais effectivement, il avait une telle admiration pour le cinéma de Huston que finalement, il ne pouvait pas trop l'en vouloir. Je pense qu'il avait plus une dent contre Paul Newman, qui faisait son truc de acteur studio, donc ça l'énervait un peu. Et il vend... L'année d'après, donc Jeremiah Johnson de Pollack pour Robert Redford, et des films pour lesquels il est immensément bien payé, c'est-à-dire qu'il devient très vite, notamment chez la Warner, un scénariste très très en vue, où ses scénarios se vendent très très cher, surtout par rapport à beaucoup de ses petits camarades de l'époque. Et il décide donc de passer à la mise en scène. C'est un très bon dialoguiste. C'est un excellent très bon dialoguiste. Je pense qu'on y reviendra justement sur son verbe et son sens de la langue, formule et de la formule, qui ont justement un rapport avec les mythes qu'il convoque. Et donc en 1973, il réalise son premier film pour la firme AIP, qui est une firme qui faisait des films avec des tout petits budgets tout cheap. Là, pour le coup, c'était le plus gros budget de la AIP, $1 million, pour lequel il a lui-même drastiquement baissé ses propres tarifs, parce que pour écrire le film et pour le mettre en scène, il a touché $50 000, alors que ses scénarios se vendaient à $300 000. Donc il voulait vraiment le faire dans donc une petite économie, mais qui à la fois en termes d'écriture et en termes de mise en scène, même si les mises en scène, pour lui, c'était plutôt quelque chose de fonctionnel. Il y a déjà en germe, en fait, finalement, tous les principes qu'il va appliquer avec, après, plus de budget et plus d'ampleur à la fois narrative et visuelle, mais qu'il met déjà en germe donc, dans ce film-là, qui, comme son titre l'indique habilement, nous parle de John Dillinger, donc le gangster des années 20 et puis des années 30, incarné ici par un fabuleux, comme toujours, Warren Oates, et sa traque par l'agent du FBI Melvin Purvis, incarné par le toujours formidable et fabuleux Ben Johnson, qui, à l'époque, tournait déjà dans les films de Sam Peckinpah, mais surtout était un des acteurs fétiches de John Ford. Évidemment, l'affiliation est évidente et le film absolument fabuleux. Thibaut. Oui, par où beaucoup de choses à dire. Ouais, par où continuer. On pourrait rentrer dans le vif du sujet de Dillinger. Alors, c'est vrai qu'en termes de mise en scène, bon, le film est certes à petit budget, mais je trouve qu'il y a une vraie efficacité qui se propose. Alors bien entendu, Milius va gagner après en expérience de mise en scène pour nous livrer par exemple un film comme Conan, mais ici je trouve qu'il y a une vraie efficacité dans le sens où on y reviendra, mais c'est un faux biopic, hein. Faut pas prendre Dillinger comme un biopic sur le célèbre gangster. Mais comme c'était un peu à la mode à l'époque, il y avait beaucoup de films sur les gangsters des années 30. C'est un film qui parle d'autre chose, il me semble. Il y avait les films de Corman, il y avait Machine Gun Kelly et tout ça. Il y avait le Bonnie and Clyde de Arthur Penn. Mais je trouve que déjà en termes d'efficacité, alors c'est une première expérience de cinéma et pourtant il y a une vraie efficacité en termes de scènes d'action, parce que le film n'est pas avare en gunfight qui sont hyper bien foutus, hyper bien découpés. Il prend son temps. Iconisation des armes, hein, déjà. Fétichisme des armes. Fétichisme dès le générique de début d'ailleurs. Et donc là, il y a une vraie efficacité dans un traitement à la fois de clarté, c'est-à-dire que les gunfights sont hyper propres dans le traitement du corps des personnages où on est carrément dans une esthétique quasi gore du cinéma, et en même temps je trouve qu'il y a une vraie efficacité en termes d'émotion parce qu'il en fait jamais trop, mais le couple que Dillinger forme avec Billy fonctionne instantanément. Et puis il y a cette scène absolument magnifique dans le film où on est sur la fin du film, on va pas trop divulgacher, mais on est sur la fin du film. Dillinger se retrouve seul dans sa bagnole et il retourne un petit peu sur ses terres, et là il s'arrête, et tout en plan large, en fait, il y a une personne qui l'appelle et qui traverse un champ, et on est quasiment en plan large, et là Dillinger s'arrête et puis repart, et en termes d'émotion pure, on est sur quelque chose d'extrêmement efficace, et déjà ça, tu sens que le mec est en train de poser les galons d'une filmographie. Tu sens qu'il est sobre en plus en termes de mise en scène. C'est une filmographie qui se construit. Il y a quand même pas mal de plans larges justement, et je pense notamment à cette scène qui est merveilleuse où Ben Johnson, il y a une ferme qui est prise en otage par qu'un gangster canarde les flics. On a tiré au moins 2000 balles. Ben Johnson s'avance tranquille. On reste en plan large, il tire dans le tas.
on sait pas ce qui se passe. Le méchant sort de la baraque, il est en sang, il tombe, et Purvis, hop, il ressort, il se rallume un cigare, et tchololote, c'est terminé. C'est une scène qui est très particulière parce que, bon, après on va replonger un petit peu dans le film, dans le sens où Milius, dans Dillinger, refuse le hors-champ. C'est-à-dire que tout se passe dans le champ, et toute la violence inhérente à l'époque, et surtout à tous les personnages, et je dis bien vraiment à tous les personnages, que ce soit les flics, les truands, les hommes, les femmes, les villageois, tout le monde va être gangréné par la violence, mais cette violence va rester... quand même par des villageois d'un mec qui est au sol, qui est en sang, mais qui toute dit cette violence va se se situer dans le champ, dans le sens, ça rapproche un petit peu, en ce sens-là, Milius se rapproche de cinéastes comme Peckinpah par exemple, voire même Romero, dans le sens où voilà, la dégueulasserie du monde en fait va littéralement la corruption de la violence, quoi. Bouffer en fait la face du spectateur. Et d'ailleurs Milius le dit lui-même dès l'introduction du film. On a une scène de braquage où en fait Dillinger va littéralement braquer le spectateur. Alors c'est un plan célèbre, hein, cette espèce de foule frontale, ce quatrième mur qui est fracassé. C'est un plan célèbre du cinéma américain parce que dans le vol du Grand Rapide de Porter, c'est le plan final. C'est le plan final. On est en 1903 ou 1907. 1902, 1903. Ouais, 1903. Donc voilà, c'est un plan ultra célèbre du cinéma américain. Mais là, Milius le prend pour lui-même et il va faire exploser la violence au sein même du spectateur. En ce sens-là, voilà, tu parlais de Arthur Penn tout à l'heure. Le final de Bonnie and Clyde d'Arthur Penn s'inscrit dans cette logique-là. Et pourtant, il défonce au détour d'une réplique, il règle son compte à Bonnie and Clyde, le film et les criminels. Donc ça, c'est hyper... En disant, quand on laisse le métier à des petits branleurs, voilà ce que ça donne. Mais cette question du hors-champ qui est refusée, c'est hyper... Les metteur en scène de Arthur Penn, c'est pas trop le truc de Milius. Ouais. Mais tu sens le hors-champ, en fait, qui est totalement refusé dans ce film-là, s'inscrit dans une trajectoire initiée par Peckinpah et Romero, et s'inscrit en plus dans une tradition du Nouvel Hollywood où on va essayer de déconstruire totalement les légendes et les mythologies américaines, enfin en termes de personnages, pour aller un petit peu vers autre chose. Et il me semble qu'ici, la grande mythologie qui est traitée dans Dillinger, c'est pas le personnage de John Dillinger, c'est la violence. C'est la violence en tant que mythe structurel américain. Et c'est ça qui est absolument passionnant. Mais c'est un truc qui est toujours paradoxal dans le cinéma de Milius, c'est à la fois le rapport à la violence, mais surtout un code d'honneur qui est dépassé. Parce que Milius, donc souvent, il est vu comme un conservateur, un facho, alors que lui-même disait qu'il est plus un réactionnaire, parce que comme disait Houston, c'est quelqu'un qui est né dans la mauvaise époque, où clairement Milius aurait voulu vivre plutôt justement... à l'époque de l'Ouest, même si c'est la fin de l'Ouest par exemple, en tout cas, qui s'est toujours rêvé être dans un ailleurs justement. C'est pour ça qu'il a une telle fascination par exemple pour Roosevelt, Théodore, pas Franklin. Mais cette histoire de la morale ou des valeurs, elle est ambiguë dans le film. C'est un cinéaste moraliste quand même. Enfin... Ouais, mais dans le sens où ces personnages en fait... ils ont un code d'honneur et en même temps c'est des purs salopards, même entre eux. Donc en fait, il arrive à trouver une balance. Have a code. Ouais, mais Dillinger n'hésite pas à se barrer, pas à trahir un petit peu ses acolytes, mais en fait à essayer de sauver sa peau en mode solitaire. Donc là, il y a une espèce de contradiction qui se fait, mais qui rentre totalement en fait dans ce que faisait le Nouvel Hollywood, là où on savait pas trop où placer le curseur moral et le curseur des valeurs, et en fait toutes ces valeurs là explosaient littéralement. Donc ça c'est intéressant. Docteur. Alors c'est vrai que Dillinger pose un peu en fait des bases effectivement thématiques formelles, effectivement du côté formel, les scènes d'attaque, la scène d'attaque de la ferme à la fin, enfin, c'est très Peckinpah avec des multiplications d'axes, voilà. Moi je trouve qu'il y a quand même beaucoup de Ford aussi quand même là-dedans, notamment il y a à mon avis une citation directe quand il revient voir pour la première fois sa famille, hein, où la caméra est à l'intérieur de la maison avec un surcadrage, et lui qui revient, et c'est presque l'antithèse finalement de John Wayne qui s'en va à la fin de La prisonnière du désert, c'est-à-dire le gars qui est justement là, qui est accompagné par sa famille. Donc là pour moi il y a vraiment c'est un cinéaste qui est très fordien, parce qu'il y a chez Milius comme chez Ford le rapport
avec la communauté qui se reconstruit, mais qui est faite de briques et de broc. Oui, alors que ce soit un gang d'ailleurs ou une famille, c'est la communauté. Les surfeurs dans Big Wednesday, tout ça, il y a ce côté-là. Les questions du collectif et toujours les voix de l'équipe, qu'on va dire, et fonctionne toujours. Et puis alors donc il y a ce plan dont tu parlais effectivement, alors qu'elle même pour moi qui est presque un plan signature, parce qu'en fait c'est un plan où il fait quelque chose que moi j'ai vu dans tous ces autres films. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment dans les films de Milius où on a un plan large avec un personnage au premier plan et au loin il y a soit une colline, il y a un machin, il y a des silhouettes qui s'avancent sur la colline, et il fait le point sur les deux en même temps. Et qui d'ailleurs sur une époque, ils doivent pas être si facile que ça à tourner. Il y a ça dans Conan. Il y a ça dans tous les films, dans tous ces films. Il n'y a pas un film où il n'y a pas, à un moment donné, un personnage qui est au premier plan, qui regarde ou qui fait quelque chose, et à l'arrière, des silhouettes sur une crête, ou des silhouettes qui apparaissent comme ça. Voilà. Donc pour moi, il y a déjà une espèce de plan signature, et c'est vrai que c'est à mon avis un des plus beaux plans du film. C'est quand c'est magnifique. Parce que voilà, là justement aussi, c'est tout à fait ce genre de plan où on se dit tiens, un réalisateur un peu paresseux. Qu'est-ce qu'il aurait fait à la place de Milius, quoi ? Qu'est-ce qu'il aurait fait ? Il serait resté sur Warren Oates et il aurait montré l'émotion de Warren Oates, le moment où il prend sa décision, où il dit, où il vient dire au revoir, parce qu'en fait il vient dire au revoir à sa famille, mais il n'a pas l'intention de revenir dans sa famille parce qu'il sait qu'il les met en danger. Donc il vient leur dire au revoir, et il leur dit au revoir de loin parce qu'il sait que s'il se rapproche, enfin tu vois. Et en fait, en un seul plan, en fait, tu comprends tous les dilemmes moraux du personnage sans avoir de gros plans sur lui. Et le simple fait qu'il reparte, je trouve que c'est un très beau, avec la musique, tout ça, c'est vraiment un très très beau plan. Et alors il y a un autre truc quand même dans Dillinger, là c'est plus au niveau thématique, il y a un autre truc moi qui m'a frappé, qu'on retrouve d'une certaine manière dans quasiment tous les films de Milius, mais peut-être pas de manière aussi directe que dans Dillinger, c'est l'association entre cette histoire de violence et la question de la gloire. Ou plutôt cette espèce d'opposition qu'il fait entre l'héroïsme et la célébrité. Et entre les deux, il y a la violence. C'est-à-dire que la célébrité, clairement, c'est quelque chose qu'il méprise. Voilà. Et Dillinger lui-même, quelque part, dès le départ, est déjà, son destin est déjà scellé, parce qu'en fait, il commet pas du crime tellement pour voler de l'argent. Il braque pas des banques pour voler de l'argent. Il braque plutôt des banques pour qu'on le reconnaisse. Et c'est ce qu'il dit dès le départ. Il a tout un speech qu'il répète d'ailleurs à deux fois, donc on voit qu'en plus c'est un speech qui est préparé, que c'est pas du tout de l'impro, que c'est théâtralisé. Et du coup, ce qui arrive au personnage en fait par la suite, c'est également théâtralisé, parce qu'il faut que ça devienne du mythe. Et en fait, c'est ça le truc, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait dans Dillinger, Dillinger veut devenir un mythe, Purvis en est déjà un, et chacun en fait va jouer son rôle de mythe en fait. Et c'est pour ça quelque part qu'il y a une certaine admiration entre les deux hommes, parce qu'ils savent qu'ils font partie du même, ils savent qu'ils sont au-dessus de l'humain normal. Tu vois. Ils savent qu'ils sont des figures mythologiques. Et justement, c'est là aussi du coup ça passe aussi par le fait de rendre justement très peu mythologique d'autres figures de gangsters, donc les autres, puisqu'en fait c'est pas que c'est Babyface Nelson, et notamment Babyface Nelson, qui est interprété par Richard Dreyfuss, et qui est ridicule, qui est traité comme un pantin grotesque et vulgaire. Lui aussi à la recherche de célébrité, mais sans la classe quoi, de Warren Oates. La vulgarité quoi. Voilà. Et il y a cette bling. Et pour moi il y a ce truc quoi. Il y a ce truc qui a à voir avec la gloire quoi, avec cette idée de ce personnage qui se condamne lui-même, parce qu'en fait c'est plutôt que d'être le mythe sans se poser la question, il cherche à être le mythe et à se voir comme mythe à travers les médias, à travers les yeux des autres en fait. Mais la confrontation de deux personnalités mythologiques, tu l'as de manière encore plus flagrante, par exemple dans son deuxième film, Le Lion et le Vent. Entre Roosevelt et puis le chèque, et puis le chèque du désert, il y a cette relation admirative de l'un à l'autre. Et alors eux qui par contre sont pas du tout les mêmes personnages, parce qu'il y a une inégalité entre Dillinger et Purvis. Purvis maîtrise son mythe. Purvis, c'est Clint Eastwood. C'est un mec qui maîtrise tout, de sa persona, le cigare, les rituels, et le respect de ces hommes, il vient du fait qu'il est capable qu'il ritualise, qu'il est capable de ritualiser sa propre vision mythologique. Alors que chez Dillinger, le mythe est en construction. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant, comment il montre comment un personnage veut accéder et finit par accéder, mais au prix de sa vie. Et au prix d'un certain nombre de violences. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la réaction des autres, c'est de théâtraliser aussi les choses. Et c'est pour ça que Harry Dean Stanton, l'exécution d'Harry Dean Stanton dans la rue, à 40 ans. L'exécution d'Harry Dean Stanton dans la rue, elle est mythologique, parce qu'elle ne peut quelque part, elle ne peut que l'être. C'est-à-dire que pour que ça fonctionne, c'est-à-dire que pour que les gens trouvent Dillinger séduisant, il faut que ça soit un mythe. Pour que les gens trouvent Dillinger odieux et pour que les forces de l'ordre
puisse parler de Dillinger de manière négative, il faut un contre-mythe. Et alors c'est marrant parce qu'en regardant le film, et alors moi j'ai regardé en plus les films en plein milieu justement des émeutes de ces derniers jours, et je me suis dit putain, ce film-là, et c'est un putain de film prophétique sur le rapport aux médias, sur comment est-ce qu'en fait aujourd'hui, comment tu fais de la com, et donc comment aujourd'hui il y a plus d'êtres humains en fait, il y a que ce qu'on appelle des narratifs ou du storytelling. Et donc en fait, et là les émeutes ça a été génial, c'est-à-dire qu'il y a un storytelling qui s'est installé de manière spontanée suite à la mort d'un jeune homme, et là depuis 48 heures il y a un espèce de contre-narratif qui a été mis en force avec une puissance, mais moi je trouve idéologique, complètement incroyable. Et aujourd'hui, alors là moi les derniers trucs que j'ai fait c'était c'est de la faute des parents, et c'est de la faute des parents. Enfin, et des jeux vidéo. Voilà, et des jeux vidéo et du cinéma et du tabac. Enfin, en fait, il n'y a pas de problème en fait. Et là, tu te dis, waouh, la force, quoi. Justement, la force du mythe. Parce que là, on est aussi dans. Alors, c'est des mythes à la petite semaine. C'est pas tout à fait les mythes à la John Milius. Je pense que Milius serait extrêmement désappointé. Il doit être extrêmement désappointé des micro-mythes ou des mythes minables qu'on nous propose à la place justement des mythes sociétaux, quoi. Alors, je dis pas que ceux que propose Milius sont mieux, hein, d'ailleurs, hein, mais il y a ce côté western dans Dillinger. Il arrive vraiment à superposer le western, le film de gangster et quelque part le biopic, et de montrer comment dans le cinéma, comment quelque part il y a quand même pas mal de pans du cinéma américain qui ont quand même à voir avec cette histoire de mythologie, et qu'effectivement le cinéma lui-même est une construction mythologique. Le western, qui produit le les western est une construction mythologique. Voilà. Bah oui, mais pas que au cinéma. Oui. Le western c'est une construction mythologique. Presque culturellement, c'est-à-dire dans la littérature, dans la peinture, le western, dans les spectacles, le western n'est qu'une variation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il étend ça à d'autres genres filmiques, et il le fait dans tous ses films. C'est-à-dire que le film d'aventure, l'Heroic Fantasy, dans Conan c'est le plus flagrant. Dans le Conan, c'est vraiment et Conan et Dillinger sont assez proches dans le sens où c'est des personnages qui construisent. En fait, on assiste à la création de leur mythe. Et en face d'eux, il y a des mecs qui sont déjà des mythes. Et dans Conan, c'est James Earl Jones, dont on ne sait pas trop comment est-ce qu'il est devenu cette espèce de grand prêtre, machin, mais il est installé comme mythe, et il a toute une religion, et donc tout un mythe, toute une secte avec tout un tas de rituels. Dans l'adieu au roi, c'est la même chose. Exactement. Avec ce roi perdu sur une île de Bornéo, qui paraît qui est très, à la fois très inspiré de Conrad, mais qui est surtout basé sur un bouquin de Pierre Schoenhofer, donc l'adieu au roi, qui est, je pense, un bouquin qu'il avait déjà réutilisé quand il a écrit Apocalypse Now. C'est une sorte de curse en version plus cool, en version plus positive, on va dire. Après, pour rebondir sur ce que disait le doc, par rapport à cette question du mythe, je trouve que dans Dillinger, il y a une espèce de... Il y a un refus du politique explicite, alors que le générique du début, qui nous montre... Alors là aussi, c'est très fordien ou très Steinbeckien, parce que tu as l'impression d'être dans les raisins de la colère, mais dans le générique du début, voilà, tu vois... Les photos, tu vois les vrais gens en fait. Tu vois des photos tu vois les vrais gens. de la Grande Dépression avec les gens en train de galérer, faire la queue à la soupe populaire et compagnie. Ça se dilate un petit peu, ça fait un pas un petit peu vers la fascination vers les armes. Donc là, on va commencer un petit peu à aller sur le traitement mythologique, mais jamais il ne va faire un lien entre Dillinger et pourquoi il est devenu gangster, parce qu'il avait faim, parce qu'en fait on prend Dillinger, il est déjà braqueur en fait. Il est déjà braqueur, et il y a ce refus du politique qui fait que le film ne va pas s'inscrire dans le réel, mais va directement enclencher cette question de la mythologie. Et après, peut-être avant de rebondir sur le reste de la filmo, mais je trouve que Dillinger, je trouve qu'il s'accorde bien, et je trouve qu'il se marie bien avec le point Michael Mann, Public Enemies de Michael Mann, dans le sens où ici on a un c'est plus fun quand même, Dillinger. C'est plus fun, mais alors il y a le casting, hein, on va pas parler, on va moins parler du casting. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux cinéastes prennent Dillinger pour ce qu'il est, donc un mythe, et le Mann aussi en parle, notamment dans la scène du Cinoche à la fin, où on voit Dillinger. Oui, parce que là, il y a une mise en abîme qui est pratique. Quoi, voilà, c'est ça. Mais en fait, Mann parle de quoi? De la solitude d'un être dans une société capitaliste, c'est clairement ça. Et ici, Milius parle de j'ai envie de devenir un mythe, je galère un petit peu, ce que tu disais tout à l'heure, et je sais pas trop comment y arriver, mais c'est intéressant de voir en fait les deux points de vue qui sont finalement si proches et tellement éloignés, qui fait que en fait avec ces deux films là, on peut peut-être cerner un petit peu cette figure absolument incontournable du paysage populaire américain. Juste pour conclure, je ne sais pas si c'est un refus du politique réellement. Par contre, moi, effectivement, ce qui me frappe avec John Milius, alors à l'exception peut-être de deux de ses films, de l'Aube Rouge et du Vol de l'Intruder,
c'est qu'en fait, dans les films de Milius, tu peux, et même Le Bruges, quoi, tu peux les lire en fait, en fonction de tes opinions politiques à toi, tu vas pouvoir les lire de manière complètement différente. Que tu sois de droite ou de gauche, tu peux apprécier les films de Milius, ça c'est une de ses grandes forces. Pas de problème. Il est considéré comme un cinéma, moi j'ai même lu que c'était un cinéaste fasciste. Hein. Notamment sous la plume de Pauline Kael, mais comme il disait, c'est probablement juste parce que Pauline Kael adore dire fasciste. Voilà, et voilà. Alors c'est sûr que c'est un cinéma viriliste, c'est un cinéma mais avec une fascination pour les uniformes, une fascination pour les armes. Mais c'est pas bête. C'est-à-dire qu'en fait, tu sens qu'il a conscience de cette fascination-là. Et de sa propre personne. Tu sens qu'il s'interroge aussi sur cette fascination. Il ne sait pas juste j'aime les armes parce que j'aime les armes. C'est j'aime les armes. Voilà. Mais pourquoi ? Voilà, pourquoi ? Je veux dire, qu'est-ce qu'elles sont dans la psyché américaine, dans la civilisation américaine ? Quel est le américaine ? rôle mythique des armes ? Et je pense qu'effectivement, il y a un côté défense, NRA, machin, tout ça. Mais tu vois, il y a toujours la question de tuer quelqu'un. C'est pas une question qui est gratuite chez Milius. C'est jamais une question qui est gratuite chez Milius. Ça a toujours un sens. Et ça a toujours un sens. Et il y a ceux qui jouissent de la mort des autres. Et il y a ceux à qui ça pose des problèmes de conscience. Et c'est plutôt ça les héros de Nick Nolte à la fin de L'Adieu au roi, quand il jette son arme dans la rivière en disant, il demande la date à son collègue. Il dit le 6 août 45 à telle heure, à partir de maintenant je lèverai plus jamais une arme sur qui que ce soit, quoi, tu vois. Donc en fait c'est assez curieux comme cinéma, parce que c'est un cinéma, mais comme Apocalypse Now quelque part, c'est un cinéma qui est à la fois un cinéma très guerrier et belliqueux, et en même temps qui a aussi une espèce de contenu pacifiste assez étrange. On va revenir justement sur le rapport de Milius à la guerre, et notamment la guerre du Vietnam, mais pas que. On parlait de mythes et de rois qui s'affrontent. À Theodore Roosevelt. Toi, tu es pareil au vent. Et moi, je suis comme le lion. Tu déchaînes la tempête. Le sable qu'elle soulève brûle mes yeux, et la terre est desséchée. Je te défie par mes rugissements, auxquels tu restes sourd. Mais apprends ce qui, plus que tout, nous différencie. Moi, comme le lion, je reste à la place qui est la mienne. Alors que toi, pareil au vent, tu ne sauras jamais quelle est la tienne. Moulay Ahmed Mohamed, El Raizouli le Magnifique, Seigneur du Rif, Sultan des Berbères. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était un extrait du Lion et le Vent de John Milius en VF avec la superbe voix d'époque de Sean Connery, donc suivi d'un extrait de la bande originale de l'Adieu au roi, Farewell to the King, composé évidemment par Basil Polydoris, le compositeur fétiche de John Milius qui a œuvré sur la plupart de ses films et qui malheureusement nous a quittés en 2006. Et donc nous continuons à parler de John Milius et notamment donc son rapport à la guerre et des figures guerrières, à la fois la figure de Roosevelt, mais aussi le rapport qu'il a au conflit et à la guerre de manière générale et à la guerre du Vietnam, parce que lui, c'est quelqu'un qui aurait voulu il voulait s'engager pour la guerre du Vietnam, mais pour des questions de santé, il a été recalé. Et c'était finalement le grand drame de sa vie, car il disait c'était la guerre de ma génération, ce n'était pas une bonne guerre, mais c'était la guerre que ma génération faisait, donc je voulais en faire partie. Et il était persuadé qu'il allait pouvoir faire la guerre et mourir à 25 ans en véritable Américain. Et en fait, c'est Oliver Stone qui l'a fait à sa place. Voilà. Oliver Stone, avec qui il est quand même assez copain, même s'ils sont... Puisqu'ils ont écrit ensemble Conan. Même s'ils disent qu'ils sont jamais d'accord les uns avec les autres, au moins ils ont tous les deux des idées radicales qu'ils tiennent. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est pas faux. Mais donc c'est vrai que le rapport à la guerre du Vietnam, c'est quelque chose qui traverse quand même une partie de la filmographie de John Milius, que ce soit en termes de représentation visuelle ou en termes de personnages, puisque donc ça se retrouve dans Big Wednesday, qui est son troisième long métrage en 1978. Je trouve personnellement peut-être son plus beau film, mais évidemment ça revient dans le Maxi Mouse chef-d'œuvre de Francis Coppola, Apocalypse Now en 1979, film à la production compliquée, mais qui est notamment marqué par le scénar de Milius et ses dialogues, et qui est peut-être la quintessence de son style de narration et de son style de dialogue et de monologue aussi, où là vraiment il brille à la fois
il a, on va dire, le sens de la formule que vont sortir ces personnages, le sens de la punchline, comme on dirait maintenant. Le sens de la voix off. Un sens de la voix off, mais aussi du coup toute une ampleur mythologique et narrative qui donne à ces personnages. Le sens de l'épopée. Voilà. C'est-à-dire que l'épopée, c'est une histoire qu'on raconte. Le... Et vous avez toujours, il y a souvent des narrations en voix off dans quasiment tous ces films. Où là, films. clairement, tu sens justement l'influence de Melville, de Conrad, de tout ça, d'ailleurs, dans la manière qu'il a d'écrire et de raconter des histoires. Parce que comme lui-même, souvent, il se présente, il disait que lui, il était un scénariste, un conteur et un historien. Effectivement, le rapport à l'histoire chez Milius est extrêmement important. Et comment est-ce que ces personnages se font embringuer finalement dans la grande histoire, que ce soit dans la guerre du Vietnam, dans l'assaut sur Cuba par les troupes américaines avec un jeune Theodore Roosevelt dans Rough Riders, ou comment aussi est-ce que par exemple la guerre du Vietnam influe sur le destin des 3 surfeurs principaux de Big Wednesday. Ou sur les pilotes du vol de l'Intruder. Exactement, qui sont le dernier film pour le cinéma. Avec cette différence, on parlait de hors-champ tout à l'heure, que effectivement, Big Wednesday est peut-être le seul où la violence de la guerre reste hors-champ. Il n'y a pas de flashback, il n'y a pas de scène, enfin autant que je me souvienne, il n'y a pas de scène. Donc alors que on reste sur la plage. Alors que par contre, s'il y a bien un truc que Milius aime bien, c'est casser des choses et faire exploser des trucs, et il se prive pas de le faire dans tous les autres films. Il y a toujours des moments où ça explose, et j'ai l'impression que plus ça va dans sa carrière et plus il fait péter des trucs. Oui. Plus il fait péter des trucs. Avec souvent plus de budget, avec souvent des scènes assez impressionnantes. Un bon artificier. Ouais, avec souvent des scènes. Disons que lui, il sait vraiment comment ça marche, des explosifs et des armes, quoi. Tu sens, ça se sent. Ouais. Mais voilà, effectivement, et Big Wednesday, il est à la fois surprenant et en même temps totalement cohérent, moi je trouve, par rapport à son cinéma. Alors d'une part parce que lui-même est surfeur, donc voilà, c'est évidemment quelque chose. Mais qu'il y a aussi cette espèce de truc qu'il y a dans tous ces films, qui est la recherche d'images presque inédites. Et de pureté. Voilà, des espèces. Alors, pardon, il y a un plan, là aussi, c'est un plan signature chez Milius. Alors c'est marrant parce que c'est toujours pareil, c'est des trucs qui t'apparaissent quand tu regardes les films à la suite, en fait. Moi, comme j'ai vu les 6 films en 3 jours, et ben en fait, je me suis dit, tiens, c'est marrant, par exemple, les plans sur la mer. Il y a toujours des plans sur les vagues chez Milius. Même dans les films qui n'ont rien à voir avec le surf, c'est dans The Big Wednesday qu'il y en a le plus, avec des plans, avec des scènes de surf qui sont... Enfin, moi qui n'y connais rien et qui ne suis pas très intéressé par ça, moi ça m'a beaucoup plu. Hein. J'ai trouvé qu'il y avait et pour 78 en plus, des points de vue ça et des trucs, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'ils ont fait pour tourner dans ça. la vague. Je sais pas du tout comment ils ont fait. Jerry Lopez brille de mille feux. Voilà, exactement. Jerry Lopez, alors je me suis pas trompé, hein, Jerry Lopez, donc, qui est un surfeur, mais qui jouera ensuite, qui est un grand pote à Milius, qui joue dans Conan, qui joue un gros rôle dans Conan, qui joue dans L'Aube Rouge. Oui, qui apparaît dans plusieurs de ses films. Qui joue dans Adieu au Roi aussi. Qui est un de ses vieux potes de surf qu'il a connu à l'époque où il faisait du surf à Malibu. Et dans Big Wednesday, il y a des scènes. Là aussi, ça qui est intéressant, c'est que tu vois, Big Wednesday, tu dis, bon, ça n'a rien à voir. Graffiti Party en français, enfin, tu vois, titre ridicule qui profitait du succès d'American Graffiti. Et là où, mon avis, ça. Alors, il y a le Vietnam, bien évidemment, mais il y a aussi, encore une fois, cette histoire de célébrité. Et Big Wednesday, moi, je trouve qu'une des grandes forces du film, c'est justement ces mecs de 25 ans, en fait, qui se retrouvent avec des images de stars dans leur milieu du surf et qui ont beaucoup de mal à assumer, en fait, cette image-là. Alors, pas tous, ça dépend. Différemment, Gary Busey, lui, assume très très bien. Parce qu'il est fanfaron. Voilà, c'est beaucoup moins le cas pour l'autre. Il y a Michael Vincent. Et voilà, avec des personnages qui réagissent très différemment. Et c'est un film... Enfin, c'est un film de 78, donc il n'est pas si vieux que ça, hein, Milius, à cette époque-là, je pense 44, il a 30 ans. Et c'est déjà un film vachement mélancolique, moi j'ai trouvé, sur le vieillissement, quoi, sur le fait de vieillir, sur l'idée de la jeunesse comme... De perdre des amis. Ouais, l'idée de perdre des amis, la jeunesse comme période dorée. Et puis d'un truc qui disparaît puis qui reviendra plus jamais. Enfin, c'est un film super triste. En fait. Chez Milius, t'as comme souvent ça, la mélancolie d'un monde qui meurt. Exactement. Et dans tous ces films, moi, j'ai vraiment repéré L'Adieu au Roi. Moi, j'ai beaucoup aimé L'Adieu au Roi parce que je trouve que c'est un film. Alors Nick Nolte en plus. Alors quand on connaît Nick Nolte. Maintenant, qui est un peu en mode Depardieu quand même. Qui est un vieux fou. Hein. Voilà, qui est un peu en mode un vieil alcoolo et tout. Et là, tu vois Nick Nolte gaulé comme c'est pas permis avec des grands cheveux blonds. Avec son immense tatouage. Avec des grands cheveux blonds tout beaux là et tout. Avec cette femme absolument magnifique où il saute du bateau. Non mais voilà. For King and Country. Voilà, et
voilà, et pareil avec cette espèce de personnage bigger than life. Et alors c'est là où justement je pense qu'il faut regarder le Milius, parce que si tu regardes L'Aube rouge ou juste Le vol de l'intruder, effectivement tu vas dire bon c'est un bon cinéaste de droite, un genre de va-t-en guerre. Tu regardes L'Adieu au roi, alors que c'est L'Aube plus rouge, compliqué. on en parle en off, c'est un film qui est beaucoup plus compliqué que ça, qui est pas un scénario de lui à la base, qui est de Kevin Reynolds, donc qui sortait de La Bête de guerre, et que Milius a quand même réécrit, parce que lui à la base ce qu'il voulait plutôt faire, c'est un film de maquisard et un film de résistant. Sauf qu'évidemment, pour des questions de budget, de contraintes et puis d'époque, c'est devenu un film sur la Troisième Guerre mondiale, l'assaut de l'Amérique par les communistes, et comment est-ce qu'en fait c'est vu du point de vue d'un tout petit bled américain perdu dans un trou du cul perdu, quoi. Calumet City. Oui, Calumet City. Exactement. Et effectivement. Et ça aussi, c'est pas un hasard que ça se passe à Calumet City, parce qu'il y a aussi cette idée de mecs qui viennent t'envahir, et toi tu vas dans la forêt te cacher et tu fais de la guérilla, exactement comme les Amérindiens ont fini par faire face aux Blancs. Et c'est pour ça que c'est toujours compliqué chez Milius, parce que tu regardes ce truc-là et tu te dis, est-ce que c'est vraiment, tu vois, est-ce que ça parle que est-ce que c'est que parce qu'effectivement, il y a des moments ça ressemble à un film canon. Tu vois, avec des affreux communistes fourbes, mais voilà, t'as un officier sud-américain, il y a des super dialogues sur. Il y a un moment, il y a l'officier sud-américain qui dit, moi j'étais un partisan, et il dit, vous êtes quoi? Et il y a un russe en face de lui qui dit, vous êtes quoi? Maintenant, je suis comme vous, je suis devenu un policier, et avec toute une espèce de mépris justement, un gardien de camp, quoi, voilà. Et avec des mecs qui se méprisent eux-mêmes pour ce qu'ils sont en train de faire, et avec cette reconnaissance de l'héroïsme aussi. Enfin, c'est un film très curieux, parce qu'effectivement c'est un film conservateur, hein, faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt, hein, mais c'est un film qui, oui, il a toujours soin de prendre de mettre des petites scènes qui viennent contrarier en fait ton truc de gauchiste à toi, en fait. Il est chiant là-dessus d'ailleurs, hein. Il est très très chiant là-dessus, parce qu'en fait toi t'es là, tu as envie de détester le film, mais un peu comme avec Clint Eastwood, un peu comme, voilà, c'est un peu comme avec Ford, hein. Quelque part, il y a quand même cette espèce de lignée de cinéastes libertariens, en fait, parce que c'est de ça dont il est question, hein. C'est plutôt que d'être de droite, de gauche, c'est vraiment qu'il est libertarien, quoi. Et c'est qui déteste l'État. Voilà, et avec cette espèce de mépris vis-à-vis de l'État, de mépris vis-à-vis des institutions, voilà, qui est très très fort chez lui, mais qui n'est pas le seul d'ailleurs à partager. C'est pour ça qu'il déteste autant les patrons de studio, et puis tous les syndicats, notamment la guilde des scénaristes, où il disait que c'était vraiment les dernières des merdes, alors que lui faisait partie de la Writers Guild Army, et pas la guilde mais l'armée des scénaristes, hein, et qu'il allait en guerre contre tous les patrons du studio, ses camarades syndiqués qui étaient des vendus. Mais moi je trouve ça que je trouve assez passionnant, c'est qu'en fait ce mec là, en fait, quand tu regardes en fait sa filmographie, qui est quand même relativement courte et qui a quand même pas été simple à mettre en place, c'est pas quelqu'un qui a fait ce qu'il voulait, quoi. Non. Tu vois, par rapport à d'autres très contraire justement, ouais. parce qu'il a connu des bides. Un peu la Cimino, hein. Et ben c'est marrant parce que moi en fait en voyant ces films, en voyant Dillinger, je me suis dit, il y a quand même du Cimino là-dedans. Du Cimino, Walter Hill. Ouais, du Walter Hill, ce rapport à la nature, cette espèce d'héroïsation masculine. Voilà, mais justement, qui est mythique. Et ce rapport aussi à la tradition américaine, mais pré-conquête de l'Ouest. Le rapport à la nature, le rapport aux Amérindiens, et comment est-ce que finalement un monde a été balayé. Ce côté à la fois Reagan et Henri David Thoreau, quoi, tu vois, cette espèce de mélange, et qui est difficile à accepter pour un spectateur français, parce que nous, on est habitué à ce que les choses idéologiquement soient plus marquées. En fait, c'est pas plus marqué, c'est juste que les frontières idéologiques aux États-Unis, ça, c'est un truc que les Français ont vachement de mal à comprendre. Ils sont persuadés que gauche et droite, ça fonctionne aux États-Unis. Non, c'est pas les mêmes. Sauf qu'aux États-Unis, tu as des républicains qui sont plus à gauche que des démocrates. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Regarde Schwarzy, par exemple, qui est beaucoup plus à gauche que pas mal de démocrates, hein, étonnamment. Non, mais oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, t'as des républicains qui sont anti-peine de mort, t'as des démocrates qui sont pro-peine de mort, et nous, en France, alors ça nous confuse complètement, quoi. Vu que nous, ils sont tous de droite, c'est moins confusant, hein. Oui, c'est vrai qu'ils sont un peu tous de droite, les Américains, c'est vrai. Mais bon, ils ont au moins l'avantage il y a 2-3 mecs de droite qui font du bon cinéma, donc on va pas non plus. Voilà. C'est vrai que pour rebondir, et on parlait tu convoquais Walter Hill, tu convoquais la figure de l'Indien. Faut pas oublier non plus qu'il a participé au projet, au biopic autour de Geronimo, biopic qui a été réalisé par Walter Hill. Bon, il a été, je sais pas, je crois que c'était beaucoup réécrit. Il était très mécontent. Voilà, il était très mécontent, mais bon, voilà, lui, il voulait écrire du point de vue de Geronimo. Ouais. Donc voilà, quand tu prends un mythe
américain tel que Geronimo et que tu veux vraiment le traiter de son point de vue et pas du point de vue du colon, c'est que ça dit quelque chose aussi mais c'est ça, je pense du réalisateur, de l'écrivain et du bonhomme. L'idée du réalisateur raciste, en tout cas à la vision de ces films, moi j'ai beaucoup de mal à le voir parce que justement là aussi il y a toujours une scène dans l'adieu au roi, la reddition du chef japonais, voilà, une scène pareille de reconnaissance entre mythes, qui est une scène de reconnaissance. Et en fait, comme il se situe toujours à un niveau épique et à un niveau mythique, en fait, il arrive à faire ce truc qui est pas facile à faire, qui est d'arriver à échapper au ridicule. Justement à cette espèce de politique du moment en fait qui parfois finit par super mal vieillir. Alors tout le monde n'est pas Sidney Lumet, quoi, tu vois. Mais justement, tu vois, Sidney Lumet, c'est un vrai cinéaste politique. Parce que Milius, Pakula. Mais tu vois, parce que justement Milius, lui, il ne veut pas s'inscrire dans une période contemporaine, mais dans une période ailleurs. Presque mythologique, justement. Dans ce sens-là, il se rapproche vachement de Cimino. Complètement. Donc malheureusement, on va devoir s'arrêter là. Donc voyez, revoyez et revoyez le cinéma de John Milius. Lisez ces putains de scénarios qui sont quasiment tous disponibles sur le net. C'est merveilleux. Vous allez prendre des leçons de mythes et c'est absolument prodigieux à lire. Et revoyez ces films comme scénariste et comme metteur en scène. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément Floré, pour moi, je conclure ne vais pas l'année. être très original, mais je pense que les deux films marchent tellement bien ensemble. Donc ça va être le Dillinger, on en a parlé en long, en travers, de Milius, accouplé avec le Public Enemies de Michael Mann, parce que se refaire un film de Michael Mann, même si c'est pas son plus réussi, c'est toujours bon pour le moral cinéphile. Beau double programme, docteur. Alors moi, ça sera... j'avais oublié, je voulais en dire un mot, mais on n'a pas le temps, mais c'est pas grave, je vais le dire en coup de cœur. Un film japonais que j'ai été voir, le fameux House, 1977, que j'ai été voir dimanche soir à l'Arvor, et c'est bien foufou comme film. Ouais, c'est bien. Alors c'est très étrange. Espèce de mélange de cinéma d'avant-garde mais avec un premier degré à toute épreuve. Un truc de gueudin. C'est à la fois super premier degré, super second degré, et tu sais jamais trop à quel moment, sur quel pied il faut danser. C'est extrêmement surprenant, avec des moments qui sont hyper agaçants, d'autres moments qui sont hyper réjouissants. C'est vraiment une curiosité. C'est autre. Voilà, c'est l'autre cinéma. Voilà, et moi ça m'a bien plu. Et donc il y avait aussi Big Wednesday que vous avez découvert cette semaine. Oui, Big Wednesday aussi, mais voilà, je me suis dit, j'avais oublié de parler de ce film japonais, puis je voulais faire mon intéressant. Voilà, c'est ça. Voilà, mais dans Big Wednesday, qui a vraiment été une découverte et vraiment qui m'a énormément. Ça et l'adieu au roi, c'est les deux c'est vraiment deux dans ceux que j'avais pas vus. Ça t'a fait c'est ceux qui m'ont le plus plu. Alors moi, ce sera deux films. Il ressort demain, je crois, chez Rimini, justement en Blu-ray. Le film n'est pas totalement réussi, mais quand même assez impressionnant. C'est Le souffle de la tempête de Pakula avec James Caan qui était tout le jeu. Donc très belle édition dans laquelle on retrouve notamment Simon Gosselin dans les bonus, tout beau, qui parle, tout ça, là, si vous le voulez. Donc le grand Simon de notre émission. Il s'en est pas vanté. Vanté. Hein. Ah oui. On t'a vu, Simon. J'ai fait un screenshot de sa tête. On sait ce que tu fais dans le dos. Et sinon, donc, parce que je suis un intellectuel, c'est Le Chant du Monde de Jean Giono. Voilà, film pas mal aussi. Élégie de la nature, c'est quand même pas tout mal. Il y a eu un film basé sur le bouquin qui est nul à chier dans les années 60 avec Charles Vanel. C'est tout pourri, donc ça mériterait une autre adaptation merveilleuse parce que c'est possible. Avec Gérard Depardieu. Avec Gérard Depardieu, bien sûr, dans le rôle de la montagne. Voilà. Valentin, un coup de cœur pour l'année peut-être Rien du tout, Valentin n'aime rien, vous savez, c'est vraiment un être austère. Donc voilà, la semaine prochaine, ce sera Mixtake pour conclure l'année. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et de nous suivre. Donc, comme je vous le disais, on se retrouve en septembre. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut, bon été.